Je vais mettre un certain temps à lire, on va pas se mentir. Je ne peux pas trop bouger ma tête parce que j'ai un torticolis. Bienvenue dans ma vie. C'est gênant. J'ai l'impression qu'on vient de m'expliquer ce que c'est de mourir en fait. Pourquoi ma vie c'est de vouloir pleurer tout le temps? C'est pas ouf hein. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on se retrouve pour une expérience de lecture. En fait, je me rends compte, je ne vais faire que peut-être des reading vlogs parce que j'aime bien ce format pour garder en fait une trace de certaines lectures un peu particulières et puis d'avoir ce souvenir comme ça vidéo de mon expérience de lecture d'un certain livre. Je trouve que c'est intéressant. Du coup aujourd'hui on est le lundi 16 novembre 2020. Je me suis dit hier que j'allais sortir un certain livre de ma pile à lire qui traîne depuis des années, littéralement depuis 2016. C'est une amie à moi qui me l'a offert. Comme vous allez le voir, c'est en fait un classique de la littérature russe que je vais lire en anglais et en fait qui a été adapté en 2016 en série par la BBC. Ce livre, c'est War and Peace de Léon Tolstoï. Donc La guerre et la paix, c'est vraiment un classique absolument monumental de la littérature russe et de la littérature classique en général. Qui traite en fait de la Russie du 19e siècle. On commence en 1805 dans un contexte un petit peu de pré-guerre parce que Napoléon va venir envahir les terres russes. Moi après je suis pas très au point avec le contexte historique, donc je pense qu'il va falloir que je fasse des petites recherches potentiellement pour comprendre un petit peu de quoi on parle, quels sont les vrais enjeux historiques, parce que je pense que Léon Tolstoï se base quand même un minimum sur les vrais événements de son pays. Et du coup, on va suivre en fait dans ce roman la vie de plusieurs personnages différents qui sont plus ou moins tous issus de l'aristocratie russe, donc issus d'une certaine noblesse plus ou moins élevée, qui vont être impactés de près ou de loin par la guerre en fait, d'où le titre La guerre et la paix. C'est aussi une grande fresque un peu historique, je sais pas, mais une grande fresque de vie en fait qui traite vraiment de plein de thèmes différents, de thèmes philosophiques, de thèmes universels comme l'amour, la mort, la vie, de thèmes religieux. Donc je pense que c'est un livre qui recouvre énormément de choses. C'est un livre très long qui fait plus de 990 pages. Moi j'ai la version anglaise, je vais peut-être la montrer en fait. Donc la version que j'ai, la voici, la voilà. Comme vous pouvez le voir en fait, c'est pour ça que mon amie Delia me l'a offert. C'est parce qu'en fait on a les acteurs de la série de la BBC de War and Peace. Je suis pas fan en général voilà, des couvertures avec les acteurs dessus, je trouve que c'est souvent hideux. Mais là en fait je suis pas objective parce que j'ai tellement aimé cette série, c'est une de mes séries préférées. Vraiment dans mon top 3 des meilleures séries que j'ai pu voir de ma vie. Du coup ça me donne une certaine connaissance un petit peu de base pour les personnages et l'ambiance, le contexte, ce qui n'est pas de refus parce que sincèrement, il y a tellement de personnages, il y a tellement de détails, c'est un peu difficile de se mettre dedans et du coup je suis bien contente d'avoir quelques souvenirs de la série. Du coup voilà, vraiment, quoi de mieux que de commencer un bouquin de 900 pages qui est écrit de manière minuscule, la typographie est vraiment hyper petite. C'est un livre que j'ai beaucoup tardé à sortir. Je pense qu'on a toutes et tous des livres dans nos bibliothèques ou alors un livre qu'on n'a pas, qui nous intimide un peu en fait, qu'on a envie de commencer mais qu'on ne fait pas. On a l'impression que ça sort de notre genre de lecture habituelle, que l'écriture va être trop compliquée, que c'est trop long. Là, War and Peace réunit tous ces éléments, c'est-à-dire que c'est un classique, je lis très peu de classiques. Comme je vous ai montré, c'est écrit de manière minuscule à l'intérieur et c'est très long puisqu'il fait plus de 990 pages. Donc pour le moment j'en ai lu 80 pages. De ce que j'ai commencé, je trouve que l'écriture est étonnamment vraiment simple en fait. Bon déjà c'est une traduction parce qu'évidemment Tolstoï il l'a écrit en russe à la base et là c'est une traduction en anglais et je trouve que l'écriture elle est vraiment accessible. Ce qui est difficile je trouve c'est vraiment la multitude de personnages où il y en a énormément et puis voilà c'est des noms, prénoms et des noms de famille russes dont on n'a pas l'habitude et du coup des fois que le cerveau zappe un petit peu et je me force vraiment à les lire pour essayer de les retenir et que je puisse les reconnaître parce que là il y en a vraiment beaucoup et on verra mais on se lance et on verra bien.
Recoucou tout le monde, alors aujourd'hui on est jeudi 19 novembre. Comme vous vous en doutez, j'avance à mon rythme tranquillement. J'en suis arrivée à la page 241, ce qui fait que voilà, je suis, je pense quand même là maintenant entrée dans l'univers, à peu près à l'aise avec les personnages, qui est qui, quel est le rôle de chacun, qui fait quoi, qui est où. Ça va à peu près. C'est facile de se représenter les décors, de se représenter les sentiments des personnages. J'aime beaucoup la façon qu'a Tolstoï de dépeindre en fait les préoccupations intérieures des personnages. J'ai remarqué qu'il décrit beaucoup les sentiments et les émotions, voire la personnalité d'un personnage en fonction de ses traits physiques. Et voilà, je trouve que c'est un peu questionnable, on dira. C'est peut-être pas forcément le genre d'écriture que j'apprécie d'habitude, mais il a quand même une capacité à dépeindre des décors avec des détails, avec des précisions absolument phénoménales. Il y a quand même beaucoup de longueur. Je suis entrée un petit peu dans le dur du sujet en me rendant compte particulièrement que les parties qui se passent donc à la guerre, parce que on alterne vraiment entre des scènes un peu de vie quotidienne, donc plutôt des femmes maintenant qui sont restées un petit peu à la maison, etc., qui ont certains problèmes plus sentimentaux, on va pas se mentir, et les hommes qu'on suit plus à la guerre un petit peu. C'est pas les passages qui m'enthousiasment le plus, c'est parfois très très long, c'est très descriptif. Je vais être très franche, j'en ai rien à péter, vraiment. Des stratégies, comment telle tactique se met en place, j'en ai rien à faire, enfin vraiment. C'est toujours en fait intéressant de suivre l'évolution des personnages, de les suivre dans ces différents contexte et décor, ça les fait évoluer chacun d'une certaine manière et c'est assez intéressant à voir. Un des personnages, clairement, je l'adore, il s'appelle Nikolai. Nikolai, c'est un jeune homme en fait qui en fait est à la guerre, donc on le suit dans son apprentissage finalement de qu'est-ce que c'est la guerre, qu'est-ce que c'est voilà, ces problèmes politiques qui se matérialisent comme ça de façon concrète. Nikolai, il me tue parce qu'en fait il a une fascination pour le tsar, donc l'empereur Alexandre Ier de Russie. C'est même pas de l'admiration, il est amoureux vraiment du tsar, il fangirl sur lui, genre vraiment il le voit sur son cheval, il est là, oh mon dieu, qu'est-ce que je ferais pas pour mourir devant ses yeux, pour qu'il puisse me récompenser, pour qu'il puisse me donner la gloire que je mérite, me voir dans ses yeux, etc. C'est pas un sentiment purement d'admiration comme les soldats ont pour leur chef, là c'est vraiment de l'adoration, il rêve de lui, il s'imagine des plans dans sa tête où il va lui parler, etc. Enfin je veux dire, Nikolai, il est clairement en crush sur le tsar. Je vis pour ça, je trouve ce ship absolument incroyable. Je sais très bien évidemment que Tolstoï ne va pas nous proposer une relation ouvertement homosexuelle, n'est-ce pas? Mais voilà, juste pour le kiff, moi je trouve que ça envoie quand même. Ça aurait été sympa une petite histoire entre voilà, le tsar comme ça de Russie et puis un des soldats, je sais pas. Je vais aller trouver des fanfictions, je crois. On voit pas que tu lis. C'est bien, merci. Donc là c'est la soirée lecture avec Julia. Et c'est 23h40. Je suis éclatée. J'ai l'impression que je vais m'endormir sur mon livre. Il se passe plein de petits trucs, plein de petits dramas. C'est un bon petit rythme. Donc là, j'aime bien. Mais je suis trop fatiguée. Et en attendant, il y a Julia qui est en train de lire. Voilà, vraiment la plus chou. Hello tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est le lundi 23 novembre. Ça fait une semaine, si je me trompe pas, que j'ai commencé à lire War and Peace. Il est posé juste là-bas, j'ai la flemme d'aller le prendre. J'ai terminé hier soir le premier volume du livre en fait qui est constitué de 3 volumes qui ont 5 livres chacun. C'est un premier volume que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis un peu surprise moi-même en le disant parce que je pense que je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus complexe, surtout au niveau de l'écriture, comme je l'ai déjà dit. Mais au final, alors il y a beaucoup d'informations, c'est très dense par moments. Ça reste très prenant en fait dans l'histoire. Je trouve que oui, il y a vraiment ce bon contraste entre ces moments voilà, où c'était un peu la première introduction dans les problèmes un peu de guerre de l'époque et des personnages qui partent pour la première fois à la guerre. Donc ça, c'était une bonne introduction à ce milieu-là. En parallèle, les moments aussi de paix avec voilà, plus des scènes de famille, des scènes
humaine avec des liens humains qui se créent, qui se défont, etc. Même les scènes en fait de guerre au départ où je vous disais que voilà, j'en avais un peu rien à faire, c'est vrai que c'est pas les moments que je préfère, mais maintenant j'arrive peut-être mieux à voir les enjeux et puis les personnages aussi qui sont impliqués dedans, je les discerne aussi un petit peu mieux, donc c'est plus agréable de suivre ces parties-là. Il y a aussi eu une petite introduction à des problèmes un peu plus religieux, ce que j'avais pas vraiment vu au départ, et je trouve que c'est assez intéressant. Il y a vraiment des questionnements un peu sur la spiritualité, des questionnements philosophiques sur le sens de la vie. Il y a des personnages qui comme ça ont vraiment des moments de réflexion assez intenses à ce niveau-là, et je trouve que c'est assez agréable à lire. Ça donne des questionnements assez universels sur la nature humaine, ce qui constitue nos existences, etc., etc. Vraiment, c'est une bonne première immersion dans cette histoire. J'aime beaucoup, j'ai hâte de voir la suite, je suis très curieuse parce que du coup le premier volume se termine un peu sur une information, je trouve, qui remet un peu en question certains contextes, donc du coup je sais pas trop comment ça va continuer, et j'essaie de faire un peu des petits parallèles aussi avec la série donc du coup de la BBC que j'avais vue. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment des personnages en fait que moi je préférais disons à l'écran, qui maintenant, enfin que j'apprécie à leur manière aussi, mais c'est clairement pas mes personnages favoris, comme le prince Andrew, que je trouve très intéressant comme personnage, mais je crois que c'est surtout l'acteur que j'aimais beaucoup dans la série. C'est un personnage que à l'écran j'aimais plus, mais maintenant je le trouve assez compliqué par moments, mais il est intéressant à suivre. Et là, pour le moment, je pense que vraiment mon personnage préféré, c'est Nikolai, le frère de Natacha, qu'on suit à la guerre, entre autres, et puis avec sa famille. C'est vraiment un personnage que j'adore, outre ses petites péripéties avec l'empereur qui sont toujours autant intenses dans sa tête. Mais non, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a des personnages qu'on va aussi voir un petit peu grandir, parce que certains sont très jeunes quand on commence l'histoire. Donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver, même si à nouveau il y a des grandes lignes que j'arrive un petit peu à discerner grâce à la série. Je suis plutôt curieuse et je vous en dirai plus quand je continuerai. Donc aujourd'hui on est jeudi 26 novembre, je ne peux pas trop bouger ma tête parce que j'ai un torticolis, bienvenue dans ma vie, constitué à 40% je pense environ de blocage de nuque et de torticolis, et 60% d'une vie à peu près normale, voilà. J'ai un petit peu avancé, voilà, je crois que je suis à la page 450 maintenant de War and Peace. Quelque chose que j'avais juste envie d'ajouter, c'est vraiment que je suis en train de découvrir Natacha, qu'on voit beaucoup plus. Bon, j'ai pas mon livre avec moi, mais qu'on voit sur la couverture. Je me rappelle plus le nom de l'actrice qui la joue, je vous mettrai sa photo et son nom. On la découvre beaucoup plus maintenant, elle a 16 ans, donc elle est quand même relativement jeune, mais on la voit beaucoup plus parce qu'elle est introduite vraiment dans l'aristocratie et la noblesse. Elle a un certain engagement auprès de quelqu'un aussi, et ça je me réjouissais beaucoup de le voir parce que dans la série c'était vraiment un moment que j'adorais, un couple que j'aimais beaucoup. C'est un petit peu différent, voilà, je trouve qu'il y a, c'est bien aussi parce qu'il y a plus de nuances, on voit un petit peu plus comment cette relation elle s'est mise en place, et ça vend un petit peu moins du rêve que dans la série. J'aime beaucoup suivre en ce moment ce qui se passe, je trouve qu'il y a des moments extrêmement touchants et c'est beaucoup dû au fait que maintenant on voit Natacha, c'est un personnage, je crois que c'est mon personnage féminin préféré. Elle est très impulsive, elle est très émotive aussi, elle est un peu excessive parfois dans ses réactions. Mais je la trouve très très touchante parce qu'en fait on lit des passages avec elle, on voit qu'elle suscite beaucoup l'amour autour d'elle. Alors il y a aussi un petit peu de la fascination et du désir de la part de certains hommes, mais particulièrement je trouve que c'est vraiment de l'amour qu'elle suscite autour d'elle, particulièrement dans sa famille. Il y a des scènes très émouvantes où on la voit avec sa maman, où elle discute avec elle, et je trouve que c'est très touchant. Ces moments comme ça où elle montre son amour vraiment de manière très entière, sans aucune concession. Ça peut être des fois des moments qui peuvent paraître très excessifs parce qu'elle est dans un spectre, dans ses émotions, soit c'est tout, soit c'est rien. Mais je pense que je me reconnais des fois un petit peu dans certaines de ses réactions aussi. J'espère être pas autant dramatique par moment, mais je pense que voilà, il y a certaines facettes de sa personnalité que je trouve très authentiques. Elle est très vivante comme personnage, elle apporte beaucoup d'amour dans l'histoire, beaucoup de moments de joie, d'innocence aussi, parce qu'elle est très quand même assez naïve. Je voulais juste le dire parce que c'est un personnage que je suis en train de redécouvrir par écrit et que j'aime beaucoup. Have a nice afternoon.
See you. Thank you, bye. 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 Goodbye. Maintenant, on va lire. Ok, là je suis en train de lire en fait, il est hyper tard, mais c'est un moment qui est trop drôle. En fait, Tolstoï, quand il écrit ce livre, évidemment il est russe, donc il a vraiment une aversion tellement profonde pour l'empereur Napoléon, donc qui fait la guerre en fait à la Russie, et ça se ressent tellement dans son écriture. Et là c'est hyper drôle parce qu'en fait il y a un des personnages en fait qui est impliqué avec les francs-maçons. Je connais rien à la franc-maçonnerie ou quoi que ce soit, mais apparemment ils font un peu des prophéties avec des systèmes comme ça de lettres, avec des chiffres, etc. Ça dit en fait que si on écrit les mots l'empereur Napoléon en chiffres, donc avec les chiffres qui correspondent, on se rend compte que la somme de ces mots est 666, donc 666, et que Napoléon est de fait la bête qui a été prédite dans l'Apocalypse. C'est tellement dramatique, ça me fait trop rire. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 2 décembre. Voilà, j'ai passé l'après-midi à faire le sapin avec ma famille. En termes de lecture, j'ai pas avancé aussi bien que j'aurais aimé ces derniers temps. Voilà, j'ai eu de la peine à me concentrer, mais j'ai quand même un petit peu avancé hier soir, et puis je vais bientôt atteindre la page 600 parce que j'en suis à la page 585 si je dis pas de bêtises. En ce moment, voilà, je trouve que le point où j'en suis, c'est vraiment pas hyper reposant, pas que c'était très reposant avant et qu'il n'y avait pas d'action ou quoi que ce soit, mais c'était, bon, au tout début, beaucoup de mise en place, et puis après vraiment plus des petits détails de la vie quotidienne, et on voit un petit peu les personnages évoluer. Là, en fait, il y a vraiment en termes du contexte historique et vraiment politique de l'époque, il y a vraiment de très gros événements, disons, et là qui impactent beaucoup plus les personnages. On voit ce qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire beaucoup plus les dégâts de la guerre sur les civils, tandis qu'avant il y avait vraiment une démarcation entre les endroits où il y avait la guerre, donc les hommes voilà, qui sont officiers, qui sont soldats, et le reste des personnes qui sont chez eux. Et là, les frontières, elles deviennent plus floues, et la guerre, elle s'immisce un petit peu dans le quotidien, et du coup, on voit vraiment, je trouve, un aspect très différent et aussi intéressant, mais qui est très impactant. J'ai versé mes premières larmes en lisant ce livre, bon, à la page 580 et des poussières, vous me direz. C'est sur la mort d'un personnage, voilà. Je vais pas dire son nom ou quoi que ce soit. C'est un personnage qui avait une relation très spéciale avec un autre personnage, du coup. Une relation très malsaine, vraiment très toxique, et en même temps détaillée et écrite de manière tellement crédible que c'est un personnage sous certains points où en fait on a de la pitié pour lui. En fait il a voilà une mort assez difficile à lire, je trouve. Il lui arrive quelque chose, un problème de santé assez conséquent, et puis ça a des répercussions physiques très lourdes sur lui. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée. Et puis le dernier échange qu'il a eu avec donc un autre des personnages, des derniers mots touchants, je sais pas, mais ouais, on a beaucoup de pitié en fait pour lui, et ça m'a beaucoup touchée en lisant. Sinon, voilà, les personnages qui avancent, chacun dans leur direction. Pour mes petits chouchous, hein, c'est toujours Nicolas. Là, ça fait un moment qu'on l'a plus trop vu. Natacha, bon, il lui arrivait vraiment des trucs dont je me rappelais très bien à nouveau grâce à la série, mais vraiment des trucs pas drôles du tout. Mais c'est toujours intéressant à suivre. Il y a toujours des liens entre ouais, la famille, en même temps l'amour, l'amitié, la religion, la philosophie. Enfin, c'est assez incroyable tous les liens et toutes les thématiques qui ressortent simplement d'un personnage et des interactions qu'il peut avoir avec d'autres personnes. Et voilà, je vous en dirai plus quand je poursuivrai.
Je sais pas si c'est le bon moment pour moi pour faire une vidéo en pleine forêt. J'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui m'entend. En fait, j'ai vraiment envie de pleurer parce que je vais tout le temps dans cette forêt. Je dis que c'est ma forêt parce que j'y vais tout le temps. Et dans cette forêt, il y a un arbre qui est mon arbre préféré. Voilà, me demandez pas pourquoi. J'ai un arbre préféré. Sauf que là, je viens de me rendre compte qu'ils l'ont coupé, en fait. Vraiment, ils l'ont coupé. Ça me rend triste. Alors aujourd'hui on est jeudi 10 décembre je crois. Ça fait un petit moment que voilà, j'ai pas repris la caméra, que j'ai pas fait d'update. J'ai fait un petit post-it de notes pour me rappeler des choses que j'ai envie de dire parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je me suis arrêtée à la page 800, ce qui fait que maintenant en fait j'ai attaqué le dernier volume en fait de War and Peace. Comme je vous avais dit, mon édition elle comporte, c'est l'intégrale en fait, vraiment j'ai les 3 volumes et ça fait 15 livres au total. Depuis que je lis ce volume numéro 3, vraiment je trouve que c'est le meilleur en fait, c'est vraiment exceptionnel, il se passe énormément de choses et puis là comme je vous avais déjà un petit peu dit avant, les conséquences de la guerre sont vraiment énormes en fait, sur les civils, sur les gens au combat. On a eu des scènes voilà, de guerre avec des batailles très célèbres que j'ai pu un peu lire grâce à la plume de Tolstoï, la bataille de Borodino par exemple. Et il y a un moment qui m'a assez marqué vraiment, c'est le moment, je pense même au niveau des livres d'histoire, on le nomme comme ça, c'est l'incendie de Moscou. Il y a eu des incendies qui ont en fait ravagé totalement Moscou. Et il y a énormément de scènes qui sont magnifiques, écrites par Tolstoï, où on a voilà, alors les gens qui restent en fait dans Moscou, qui voient un petit peu les feux, etc. Leurs sentiments par rapport à ça, et puis aussi tous les soldats de l'extérieur qui voient un peu au loin comme ça la grande ville qui brûle, et il y a des moments comme ça très émouvants, absolument magnifique de description des couleurs que ça fait, de cette espèce de détachement que les gens qui sont loin peuvent avoir, et en même temps c'est ce symbole qui est mis en ruine. Je suis allée voir après sur Google Images des tableaux, un peu des illustrations de cet événement. Il y a vraiment une illustration en particulier que j'ai trouvée magnifique et qui représente particulièrement moi ce que j'ai pu visualiser en fait quand je lisais ces passages. C'était absolument magnifique et à la fois assez terrible, on va pas se mentir. Au niveau des personnages, voilà, je pense que j'ai un peu en fait parlé des 3 qu'on voit sur ma couverture. Je vous ai parlé de Natacha, je vous ai parlé de Andrei, et il y a Pierre. Pierre, c'est un personnage assez incroyable aussi, c'est un peu un électron libre je trouve dans l'histoire. À la base en fait c'est un enfant, un fils illégitime d'un comte qui est très fortuné, et il va hériter en fait de sa fortune quand ce comte meurt. En fait on sait pas trop pourquoi, lui non plus. C'est un personnage assez drôle, il est assez lunaire comme ça, vous savez, il se lance souvent dans des débats de guerre, il n'est pas à sa place dans l'aristocratie, il est très maladroit dans ses propos, dans sa posture. J'ai vraiment noté qu'il y a un contraste fascinant dans comment il est écrit, parce qu'il est à la fois montré comme quelqu'un de très banal, de très commun. En même temps, il a une quête de lui-même qui est vraiment hyper intéressante à suivre. Il lui arrive vraiment des aventures absolument rocambolesques, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est en quête de lui-même, en quête de sens dans le monde dans lequel il vit, dans l'environnement dans lequel il évolue, mais aussi en quête de frissons, en quête d'émotions et de sensations très fortes. Donc des fois ça lui fait faire des choses qui sont assez surprenantes, très impulsives. Pour moi, Pierre Bezoukov, c'est son nom de famille, c'est vraiment le vrai héros de cette histoire, je trouve. Je trouve que c'est vraiment le personnage qu'on peut qualifier comme le héros, même si voilà, on suit énormément de personnages, il y a plein de points de vue différents. Au titre d'aventure, au titre de l'intrigue, c'est celui avec lequel on explore le plus de thèmes et celui avec lequel on voit le plus de choses. Donc voilà, je le trouve touchant. C'est pas mon personnage préféré pour des raisons voilà, très subjectives, mais j'ai beaucoup d'affection pour lui et j'ai beaucoup de plaisir à suivre sa vie parce qu'il traverse beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu à nouveau un moment où j'ai vraiment versé des larmes. C'est un moment où potentiellement je vais spoiler, donc voilà, je vais vous indiquer la minute où il faut aller si jamais vous voulez pas entendre. Mais après, j'ai vraiment envie d'ajouter quelque chose que je trouve important, c'est que ce livre, moi personnellement, je me suis lancée, comme je vous ai dit, en ayant vu la série. Donc j'étais au courant de qui allait mourir, j'étais au courant de toutes les relations qui se mettaient en place. Mais on lit pas ce livre, je trouve, pour être surpris. On lit vraiment ce livre pour
l'expérience de lecture d'une part, mais vraiment l'écriture en elle-même et comment c'est dépeint en fait ces interactions humaines. C'est pas vraiment la finalité de qu'est-ce qui va arriver, mais plutôt comment ces choses elles vont se passer, comment ça va se mettre en place. C'est ça qui est fascinant. Mais après voilà, évidemment, si vous voulez rien savoir, c'est totalement votre droit. Le moment qui m'a fait pleurer, c'est un moment que je savais qu'il allait arriver forcément un moment ou un autre, c'est la mort d'un personnage, la mort du prince Andrew. Il a des blessures très graves, on se rend compte un peu dès le début. Pas qu'il a aucune chance de survivre, mais que c'est quand même très très compromis. Il y a une scène en fait où il retrouve Natasha, avec qui voilà, il était engagé, et puis Natasha, voilà, elle avait fait des choses de son côté. Leur engagement n'était plus à l'ordre du jour, donc ils s'étaient un peu quittés dans des mauvaises conditions. Et là, il y a un moment où ils arrivent à se retrouver. En fait, voilà, le prince André, il est blessé et il lui pardonne en fait. Et il y a un moment en fait qui est absolument magnifique. Rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer, c'est horrible, où on est en fait avec Natasha et on sait qu'elle va arriver comme ça dans cette pièce, on sait qu'elle va le retrouver, elle est pleine de culpabilité, elle est pleine de doutes, elle est très triste, etc. Et en fait, c'est juste un moment où il lui dit rien, mais il lui tend la main en fait, alors qu'il est voilà, dans un état de douleur absolument terrible, il est complètement dans les vapes, hein, on va pas se mentir. Et il y a juste cette ligne où en fait où on voit qu'il lui tend la main en fait, et c'est un moment qui m'a vraiment beaucoup émue. Vraiment rien d'en parler, vraiment j'ai les larmes aux yeux parce que c'était magnifique comment ça a été amené. Et ce matin, voilà, quand je suis arrivée à la page 800, je suis arrivée à la mort d'un personnage, je vais pas vous dire qui c'est, qui est vraiment, je pense, le moment qui va le plus me marquer de tout ce livre, et un des moments qui va le plus me marquer dans ma vie de lectrice. Vraiment, je pense que c'est pas peu dire. J'ai pas les mots pour mettre dessus, donc je vais juste vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est la mort, voilà, d'un personnage. Je savais que cette mort allait arriver, donc c'était pas du tout une surprise, et c'est pour ça que ça m'épate encore plus, parce que c'est la mort d'un personnage qui est important, mais une mort qui n'est pas du tout écrite de façon sensationnaliste. Vous savez, c'est pas une mort qui sert le récit, ou moi souvent quand je lis des livres, je suis choquée de voir que tel ou tel personnage meurt, et puis c'est un espèce de plot twist et c'est censé être un rebondissement en fait dans l'histoire. Là, c'est pas du tout le cas. C'est la première fois dans ma vie de lectrice que je lis l'expérience de mort de quelqu'un. Je suis avec le personnage qui va mourir et je suis dans son corps, je suis dans sa tête, je sais exactement ce qui se passe, et évidemment, personne ne sait ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout le mystère autour de la mort. Mais j'ai vraiment eu l'impression que Tolstoï m'a montré ce que c'était de mourir en fait. Je peux même pas vous décrire, je peux pas essayer de vous faire un résumé parce que ça prend, voilà, c'est un chapitre, toute une description où on est dans le corps du personnage qui est en train de mourir, et on sent autant dans son corps que dans son âme en fait, à un niveau vraiment spirituel, ce qui se passe, cette espèce de dissociation entre les deux. L'âme tout d'un coup qui s'en va, qui est plus connectée à des éléments terrestres, qui n'est plus connectée aux considérations un peu communes, mais qui essaye quand même, parce qu'il y a des gens autour de lui, il y a des personnes qui voilà, sont à son chevet. C'était juste tellement transcendant, c'était... J'ai aucun mot, vraiment c'était exceptionnel. C'est assez bouleversant, perturbant, fascinant et terrifiant à la fois. Voilà, c'est un moment qui va vraiment me rester dans ce livre, je pense, et qui va me rester dans ma vie de lectrice, c'est sûr. Alors nous sommes jeudi 17 décembre 2020 aujourd'hui. Ça fait 4 jours que j'ai terminé War and Peace de Léon Tolstoï. Voilà, je l'ai terminé lundi, mais j'avais envie un petit peu de me laisser le temps de réfléchir un peu, laisser mes impressions reposer pour pouvoir vous en parler maintenant. J'ai mis un mois pile à le lire parce que je l'ai commencé en fait le 14 novembre et je le termine le 14 décembre. Ça a été une expérience vraiment de lecture telle que je m'attendais à ce qu'elle soit en fait, c'est-à-dire pleine d'émotions qui peuvent se voir et se constater quand j'ai terminé le livre en fait. Je sais pas si énormément de gens le font, mais quand je termine un livre, j'adore revoir tous mes petits post-it, me refaire tous les moments que j'ai aimés. Et vu que j'en ai mis une quarantaine dans Guerre et paix de Tolstoï, j'ai eu le temps un petit peu de retracer tout ça et mes impressions quand j'ai terminé enfin Guerre et paix, et quand j'ai commencé à relire mes post-it, est assez en fait représentative de toute mon expérience de lecture, de toutes les émotions possibles que j'ai pu ressentir durant ma lecture.
Ok. Oh, c'était un grand voyage, hein. C'était long. Oh mon Dieu. Je sais pas comment c'est possible d'écrire ça. Non. Il m'a saoulé Tolstoï. Vraiment, il m'a saoulé. Bon, on a fini War and Peace. Au final, pour moi, c'est assez difficile de dire que ce livre est un coup de cœur. Je pense pas que c'est un coup de cœur parce que ça reste un classique avec une certaine représentation voilà, d'une époque et puis des personnages qui, moi, ne remplissent pas forcément mes attentes de lectrice du 21e siècle quand je commence un livre. Mais évidemment que c'est un contexte que je prends en compte quand je lis un livre du 19e siècle écrit par un auteur russe à son époque. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre que je suis tellement fière et tellement heureuse d'avoir lu, vraiment pour l'expérience de lecture, comme j'espère avoir pu un peu le faire comprendre dans cette vidéo, de pouvoir s'attaquer en fait à ce classique, moi qui me terrifiait par sa longueur, par l'écriture que j'appréhendais, alors que finalement l'écriture était vraiment très accessible, sans aucun problème, même en anglais. Je trouve vraiment que c'est important de pouvoir désacraliser en fait aussi les classiques qui nous font peur. Je pense que c'est important voilà, d'élargir un petit peu ses horizons de lecture. Pour ça je suis très fière de l'avoir lu, donc c'est pas un coup de cœur mais c'est quand même une lecture inoubliable, une lecture exceptionnelle sous énormément de points. L'écriture d'une part voilà, qui est accessible mais qui est quand même très vivide en fait, très précise. Je trouve que Tolstoï a vraiment une écriture très détaillée, très imagée, où on se représente parfaitement les décors, autant que les émotions des personnages. Les personnages aussi, je les ai adorés. C'est pour moi le gros point fort en fait de ce gros livre de presque 1000 pages. C'est vraiment le développement et l'évolution de ces personnages qu'on suit d'année en année, dans un contexte de guerre, dans un contexte compliqué, avec leur famille, dans leurs problèmes de vie quotidienne, vraiment très banals, auxquels on peut vraiment s'identifier en tant que personnes même qui vivons en 2020. Le gros point fort en fait qui ressort avec les personnages de l'écriture, c'est vraiment l'immersion en fait, je trouve directement qu'on a avec en fait la plume de Tolstoï. En fait, il a vraiment une écriture qui nous plonge vraiment, que ça soit voilà, dans une scène de vie quotidienne ou une scène de contemplation de la nature. Il y en a vraiment beaucoup qui sont absolument magnifiques, que j'ai adoré aussi. Par exemple, quand Tolstoï décrit en fait des scènes à la guerre, quand il parle des troupes russes, de l'armée russe en général, il dit pas simplement l'armée russe, les troupes russes, il dit notre armée, nos hommes, voilà, nos soldats. Donc il y a vraiment, vous savez, plein de petits procédés, un petit peu d'écriture qui nous font nous immerger encore davantage, où on a l'impression nous-mêmes d'être vraiment des gens qui visualisons ça de nos propres yeux. Et je trouve que c'est absolument exceptionnel et à ce niveau, c'est irréprochable en fait. Mais pour moi, voilà, il y avait quand même certaines longueurs, particulièrement comme je vous l'ai dit dans la vidéo, au niveau des scènes de guerre. En fait, ce qui des fois me posait problème, c'est pas tant en fait les scènes de guerre où on suivait un des personnages voilà, qu'on apprend à connaître et qu'on voit évoluer dans ce contexte, c'était plus parfois vraiment des moments très analytiques et très théoriques en fait de la guerre. Vraiment Tolstoï quand il écrit, c'est pas seulement pour nous dire tel personnage là est en train de se battre contre tel personnage, c'est vraiment, il met en avant toutes les stratégies, il parle vraiment de military science, donc vraiment la science de la guerre en fait. Il y a vraiment même des moments, je vous promets, dans le livre où il fait des équations pour calculer quelle chance telle troupe a d'arriver à tel moment en fonction de la position de telle troupe. Enfin, du coup, il y a vraiment des moments, pas qui sortent de l'histoire, mais qui vraiment nous donnent un aspect beaucoup plus théorique et analytique, qui moi ne m'intéressait absolument pas. Moi, je suis plus là pour suivre le développement des personnages, voilà, dans tous les contextes, mais moins le côté théorique de la guerre. Et en fait, la fin est un peu étrange parce qu'on termine, voilà, un chapitre normalement, et après, on a 2 épilogues en fait, et plus un mot encore de Tolstoï qui nous explique un peu son procédé d'écriture. J'ai trouvé les épilogues assez décevants, dans la mesure où je trouve que ça ne donne aucune clôture à l'histoire en fait. Le premier épilogue en tout cas, je trouve, ne ferait pas vraiment de conclusion à l'histoire. Et en plus, il y a une ellipse assez importante dans le premier épilogue où on les retrouve 7 ou 8 ans après le dernier chapitre, et du coup les personnages ont beaucoup grandi. La représentation que Tolstoï en fait de certains de mes personnages que préférés, que j'ai vraiment adoré dans cette histoire, m'a vraiment déçue à la fin. Et puis en fait le dernier épilogue, qui est, enfin voilà, le deuxième épilogue, est vraiment hyper ennuyeux en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est Tolstoï qui à nouveau nous parle vraiment de military science, donc il nous explique comment les armées se mettent en place, comment
Les historiens ont toujours tout faux parce qu'ils expliquent pas bien les vrais procédés de la guerre. Il explique énormément de choses qui font du sens en fait, mais qu'il a déjà répété pendant 900 pages. Tolstoï, il est vraiment convaincu en fait qu'on a toutes et tous une destinée et que peu importe ce qu'on fait, dans tous les cas, telle chose doit arriver à tel moment précis pour telle raison, qu'on n'a aucun contrôle finalement un peu sur notre vie, et il applique beaucoup cette forme de, voilà, de déterminisme à la guerre et au déroulement de la guerre. Du coup voilà, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre, fière parce que voilà, c'est une grosse brique. Je pense que les livres, on les sort vraiment au moment où il faut. Cet exemplaire de War and Peace que ma petite Delia m'a offert, à qui je fais d'énormes bisous si tu passes par là, ma petite Deliou. Et finalement, c'est voilà, en 2020, à 25 ans que je le lis, et j'en suis très contente. Ça a été une expérience très enrichissante. Je peux que vous inciter à lire Guerre et Paix en fait, si vous tente aussi, ou du moins même regarder la série de la BBC, et surtout de sortir les livres qui vous font peur de votre pile à lire. C'est que des livres. Il n'y a pas de livre qu'il faut mettre plus haut que son envie de lecture, que soi-même un petit peu finalement. Je pars dans la philosophie de comptoir un petit peu, mais voilà, je pense que c'est important de sortir ces livres et de pas se mettre de pression, de les lire à son rythme. Je vous fais des bisous et peut-être à bientôt.